Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Learning Technology France est l'événement numéro 1 en Europe dans le domaine des technologies au service de la formation. L'édition de février 2020 a réuni 7000 professionnels du e-learning, de la formation, des ressources humaines et de la gestion des talents du monde entier. Pour en savoir plus, www.learningtechnologyfrance.com. Je suis Rémi Chal, directeur général d'EdTech France, l'association des entrepreneurs qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Bienvenue dans ce nouveau et dernier numéro du podcast EdTech France, enregistré en live au salon Learning Technology, porte de Versailles. On est ici au cœur de l'écosystème de la formation professionnelle avec tous les acteurs qui innovent et inventent le futur du travail, the future of work. Alors, précisément dans l'écosystème EdTech, on entend beaucoup de mots à consonance anglo-saxonne. Quand ils ne sont pas carrément anglo-saxons, on parle d'immersive learning, de peer-to-peer learning. On parle aussi de mobile learning. Alors, qu'est-ce que c'est que le mobile learning ? C'est une notion qu'on va essayer, pas qu'on va essayer d'ailleurs, qu'on va réussir à éclairer aujourd'hui avec deux invités particulièrement prestigieux, des spécialistes de la question. Je suis très heureux de les avoir aujourd'hui. Et puis, au-delà du mobile learning, on va un peu innover. Aujourd'hui, je regarde Maxime Matteau qui fait des gros yeux. On va innover. On va aussi s'intéresser véritablement à leur parcours d'entrepreneur, parce que ça nous intéresse aussi de savoir comment est-ce qu'on devient entrepreneur EdTech, quels sont les rêves, les espoirs, les difficultés. Voilà, tout ça, vous allez nous le dire. Je m'adresse à David Raymond, qui est directeur associé de Skills Day. Bonjour David. Bonjour Rémi. Comment vas-tu ? Très bien. C'est Merci. David Raymond. Est-ce que parfois on t'appelle Raymond ? On m'appelle souvent Raymond, en effet. Et quand on découvre qu'il y a un E dans mon nom, on comprend qu'il a une place de nom et non pas de prénom. D'accord, c'est tout un cheminement intellectuel. Est-ce que tu es vrai que tu as une tête à t'appeler Raymond ? Et puis j'ai avec moi Julien Huelvan. On dit Huelvan, Huelvan ? On dit Huelvan. Huelvan. Ouais, Huelvan, Huelvan. Bon, et toi, tu es cofondateur de Biddies. Absolument. Comment vas-tu ? Tu es content d'être Très là ? bien. Ouais, hyper content. Ouais. Très bien. Alors voilà. Et alors, vous connaissez, hein ? Et on se connaît. Très bien. Et alors, parce que souvent, ce podcast sert à réunir des gens qui ne se connaissent pas. Là, on réunit des gens qui se connaissent déjà. Ce qui serait drôle, c'est que vous aimiez pas. Ok. Alors, est-ce que David, tu aimes bien Julien en vrai ? J'arrive plus à me le voir. Très bien. Et je supporte plus. Bon, c'est bien. Ouais. Bon, c'est embêtant, c'est comme vous bossez un peu ensemble, on va éclairer un petit peu tout ça. Alors peut-être, on va commencer par le commencement. Julien, tiens, par exemple, Biddies, qu'est-ce que c'est ? Raconte-nous un peu, pas l'histoire de la société, ça on va y revenir, mais simplement la solution. B2E, D2EZ. Exactement. Qu'est-ce que ça fait ? C'est une plateforme de mobile learning, l'un des leaders d'ailleurs en France et en Europe sur le sujet. Ouais. On fournit à toute entreprise qui en a besoin, et en particulier les grands groupes, une application qui peut être en marque blanche, une plateforme derrière cette application qui va permettre de créer les contenus qu'on appelle des capsules, de les animer, faire l'animation de la communauté d'apprenants, de les traquer, donc tout le suivi statistique également. Et l'idée, c'est de travailler sur trois choses, des formats particuliers qui vont être vraiment premium pour le mobile, particulièrement bien pensés pour le mobile, captivants, ludiques, d'ailleurs souvent assez inspirés des applications grand public qui ont bien marché, comme Snapchat ou Instagram, plutôt que des vieux LMS qu'on voit un peu tourner sur le marché. Autre axe, c'est très intégré à ce que les entreprises ont déjà dans les grands groupes. Donc ça peut être l'environnement technologique comme l'environnement de formation. Donc on est capable de faire des intégrations hyper profondes avec les LMS dont je parlais juste avant. Et le dernier axe, c'est l'aspect social, collectif, participatif. Donc on est sur des outils où on peut apprendre ensemble, on peut apprendre les uns contre les autres, les uns avec les autres, et on peut aussi partager directement son savoir à partir de l'application. J'y reviendrai, je pense. Tout ça est très très riche. Alors simplement parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui découvrent à la fois de podcasts, qui découvrent la tech. LMS, c'est un acronyme qu'on entend souvent. Tu peux nous rappeler ce que ça veut dire ? Ça veut dire Learning Management System. Et donc, concrètement, c'est des plateformes de formation qui sont déployées dans la plupart des grands groupes aujourd'hui et qui servent à la fois à accueillir les modules e-learning existants, donc ça vient poster les modules sur ces plateformes, et à faire aussi pour bonne partie l'administration de la formation, qui y a accès, qui s'inscrit à quel module, etc. Et puis le suivi statistique aussi.
Et quand on dit mobile learning, on parle du téléphone mobile. Quand on dit mobile learning, on parle du téléphone mobile et de la tablette, qu'on oublie souvent, mais qui fait partie de la classe des mobile learning. Voilà. Très bonne précision, tablette et téléphone, smartphone. Skills Day, en un mot, David. Enfin, en un mot, non, tu as plusieurs mots. Ouais. Organisme de formation à l'origine. Ouais. Nous intervenons sur les sujets achat, vente et management, qui sont les sujets cœur d'expertise de Skills Day. Et dès la création de la société, on a cherché à faire des modules en salle qui soient les plus efficaces possibles. Ouais. Pour faire efficace, on voulait faire plus court. Pour faire court, il faut cibler davantage les attentes des apprenants. Et on s'est dit qu'on pouvait arriver à faire encore plus court en complétant tout ça de digital. On arrive sur les fameux sujets blended learning. Ouais. Pour faire du blended, on voulait le faire avec la bonne solution technologique. Donc dès la création de Skills Day, on est parti chercher la bonne solution techno pour nous aider à sublimer finalement le format présentiel. On a fait une revue de marché, on voulait s'éviter les e-learning à connotation boring et ennuyeuse que peuvent avoir certains. On ne cite pas de nom. C'est pas une finalité, mais ça peut arriver. En tous les cas, ça peut avoir cette connotation pour certains. On voulait quelque chose de moderne qui reflète notre philosophie de la salle et on a fait le choix d'une technologie mobile learning, des technologies mobile learning, je dirais, pour compléter nos formations en salle. Donc Skills Day est né comme ça et en ayant fait ce choix donc en 2015, ça nous a permis petit à petit de devenir l'agence du mobile learning. On a commencé à digitaliser nos propres contenus et très rapidement, on s'est retrouvé à digitaliser les contenus de nos clients et principalement ceux qui s'équipent en direct de solutions technologiques comme Biggies. Alors, encore une fois, on va éclairer quelques mots de vocabulaire. Le présentiel, ça c'est en salle. Exactement. Le distanciel, qu'on appelle parfois le learning, c'est par définition à distance. Et le blended learning, qu'est-ce que c'est ? C'est le mix des deux. C'est le mix des deux. Un peu avec un formateur présentiel et puis un peu à distance avec un outil qui peut être le mobile. Oui. Ça peut être une définition. On peut avoir du blended 100% digital également. Le blended peut se définir comme un mix de modalités pédagogiques. On n'a pas obligatoirement du présentiel, mais on considère en effet chez Skills Day que le meilleur des formats reste l'adéquation présentielle et distancielle au format mobile learning. Et quel pourcentage alors 20-80, 20% présentiel. Est-ce que parce qu'on trouve un peu de tout. C'est quoi selon toi le bon mix, le bon blend, si j'ose dire? Le bon blend. Par rapport au temps passé sur le mobile, je dirais qu'on serait peut-être sur c'est une bonne question. Merci. Si du coup je réfléchis en live, je dirais un 80-20, 80 en salle, 20% à distance. D'accord. Le temps en salle, on essaie de ne pas le faire durer plus d'une journée quand nous sommes sur des formats blended, et une journée qu'on peut éventuellement répéter dans le temps. Donc 7 heures, si on a 20% de temps passé, vous m'aidez à faire la multiplication. T'as fait 7. ça nous fait un peu plus d'une heure et demie. Ça me semble être un bon format avec des capsules qui vont être assez courtes qu'on va répéter dans le temps. Ça peut être un bon ratio. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, j'aurais dit moi j'étais parti sur 70-30 mais on est sur ces eaux-là. Après le temps, sujet aussi. Ça dépend effectivement. Le temps passé n'est pas forcément le plus important. Le plus important, je pense, c'est de mixer la bonne modalité avec le bon sujet, quoi. C'est de se dire, je sais pas, si je suis sur une population qui va être très hétérogène dans ma salle de formation, ça vaut peut-être le coup que j'envoie avant la formation une petite capsule, un petit diagnostic pour voir le niveau de la salle. Et puis le jour où j'arrive en formation, je l'adapte. Je sais que vous faites ça chez Skills Day. Et voilà, tout le côté blended prend son sens. Après, que ce soit 50-50, 70-30, 10-90, ça dépend. Ça dépend du sujet, ça dépend d'où on part aussi. Si l'existant en entreprise est un format présentiel de 2 fois 4 jours, forcément, le fait d'intégrer le mobile, ça sera déjà une première réussite. Et après, on pourra travailler à optimiser la salle et peut-être à faire 2 fois 3 jours, par exemple. Skills Day a été créé en quelle année ? En 2015. Biddies 2015. C'est une grande année pour le mobile learning. C'est ça, c'est le Big Bang du mobile learning. Et le smartphone, il arrive quand ? Je m'en souviens plus. Les années 2000, je dirais. Les 2000. Non, attendez, je dis des bêtises. Après. C'était
Alors moi je me rappelle que j'avais un pote qui avait eu le premier iPhone et c'était en école de commerce et je devais être dans les dernières années, donc 2009, un truc comme ça. Ouais. 2009, en tout cas l'iPhone commence à arriver à se démocratiser. Oui, l'iPhone c'est le début d'une nouvelle génération de téléphone et à partir de ce moment-là, on n'a plus le même rapport au téléphone et l'essentiel du temps qu'on passe sur le smartphone, c'est pas pour téléphoner précisément. Exactement. Et ça peut être aussi le fait pour apprendre. Ça doit servir. Comment vient l'idée, en 2015, on va poser la question à tous les deux, mais comment vient l'idée de fonder par exemple Biddies? Ça part de quoi? Alors ça part de 4 collègues, 4 collègues qui sont donc moi et mes 3 associés, qui sont assez férus de apprentissage en ligne. Donc c'est le début de Coursera pour nous par exemple. Donc on se passe beaucoup de temps à se former sur les modules Coursera qui sont absolument géniaux, mais extrêmement longs, extrêmement exigeants. Et en fait on se rend compte au bout de quelques années de suivi qu'on n'a jamais vraiment eu le temps de terminer un MOOC en entier et qu'on a tous un peu cette frustration. En plus, on a oublié un bon paquet des choses qu'on a apprises. Et on se dit à ce moment-là, alors nous, on est plutôt avec mes associés dans le développement mobile, et on se dit ça serait hyper bien de pouvoir apprendre un peu tous les jours, dans le métro notamment, pour le temps de trajet qu'on a devant soi, de manière ludique et gamifiée, avec de la mémorisation pour apprendre un peu chaque jour. Et puis à la fin, on aurait le temps de finir ces fameux modules. Et puis on s'en rappellerait sur la durée. Donc on crée à cette époque-là Biddies Compagnon d'apprentissage mobile en 2015. Et très vite, en fait, on est contacté par des entreprises. Alors à l'époque, c'était BNP Paribas et EDF, je me rappelle bien les deux premières, qui avaient vraiment besoin d'un nouveau souffle d'apprentissage, qui cherchaient sur des projets précis à toucher une population qui ne se formait pas trop d'habitude, qui n'arrivaient pas à être touchés avec le e-learning traditionnel. Et on part comme ça. Et on démarre en faisant des applications pour ces boîtes-là. Et puis petit à petit, on consolide, petit à petit, on ajoute de plus en plus de fonctionnalités. Et le deuxième tournant, je dirais, c'est l'aspect participatif, justement. Et là, en fait, c'est lié au retour utilisateur, avec des gens qui nous disent le format capsule, c'est hyper bien, je peux le faire en une pause café, en attendant un collègue, en promenant mon chien. J'ai même eu ça des fois, un top learner dans nos classements qui le faisait en promenant son chien. Est-ce que moi, je pourrais pas, en tant qu'apprenant aussi, créer ma petite capsule et la partager à des collègues? Et on a ça et on se dit, banco, nous, ce qui nous intéresse, c'est la transmission de connaissances. Donc on adosse à l'application un outil auteur, mais hyper intuitif à prendre en main, très simple, et qui permet potentiellement à tout le monde de créer sa petite capsule de connaissances et la partager à son équipe, à son entreprise, ou pourquoi pas même plus largement après. Voilà comment ça arrive. Ça me rappelle une histoire, parce qu'on a eu dans un précédent podcast sur ce salon un certain Thibaut Galli-de-Jean de Leroy Merlin. Que je connais bien. Bah oui, parce que ce qu'il raconte, c'est aussi un peu cette histoire-là. C'est Leroy Merlin. Chacun un auteur. Absolument. Leroy Merlin et nous, c'est un de nos clients principaux aujourd'hui, et on a eu une vision très alignée sur le sujet. C'était une belle rencontre avec Thibaut. Qui, la première fois que je l'ai vu, a d'abord gelé mon contrat avec Leroy Merlin, pour la petite histoire. Et finalement, après, on a commencé à beaucoup travailler ensemble sur ces logiques de partage de connaissances. Et puis, et aujourd'hui, on est l'application principale de l'ensemble de Leroy Merlin. D'accord. Et on travaille aussi beaucoup avec ADO et sur plein de sujets. Il a gelé le contrat. Les histoires d'amour commencent mal, c'est ça? En général. C'est ça. L'histoire de Skills Day, c'est un peu la même chose. C'est des rencontres, c'est une opportunité. C'est dire, tiens, après tout, le téléphone, ça peut servir à autre chose qu'à téléphoner. Oui, c'était surtout la recherche d'efficacité pédagogique, je dirais. Et la volonté de mes associés qui animaient depuis une quinzaine d'années en salle de chercher un format qui permette aux apprenants d'avoir plus de liberté, de séquencer leur temps de formation. Les études montrent que c'est en espaçant les temps d'apprentissage qu'on va favoriser l'assimilation. Donc on a jugé pertinent de placer un temps d'apprentissage en amont de la formation en salle. Et pour le faire sous un format qui soit optimal, on a jugé que le mobile pouvait l'être. De par le fait qu'on l'a tous dans sa poche, que c'est l'outil qu'on sort en moyenne 221 fois par jour, c'est ça. Crois. Moi, je suis à 750. Mais la moyenne est plus faible, effectivement. Ça compte les enfants en bas âge et les personnes âgées, pour ça. On l'a toujours avec soi, il nous permet de l'avoir où on veut, quand on veut, et puis on peut y accéder de chez soi, de son poste de travail. Donc on trouvait que c'était un bon moyen d'acculturer les gens, de commencer à leur apporter un petit peu de matière avant le présentiel pour qu'ils puissent arriver en salle avec un certain niveau de connaissance, qu'ils puissent commencer à se poser certaines questions, à appréhender ce qu'il allait se passer en salle
et ça permet d'avoir des gens, lorsqu'ils arrivent en salle, qui sont aguerris au sujet et de favoriser la mise en pratique lors des temps en présentiel. Et c'était surtout ça qu'on recherchait, d'avoir des formats en salle qui soient plus efficaces, et l'apprentissage amont et aval aide en cela, encore plus lorsqu'il est dans des formats qui sont micro-learning, qui sont ludiques, qui sont variés. On pourra revenir après sur les clés du mobile learning. Donc le mobile learning, enfin le téléphone en tout cas peut servir avant la formation, pendant la formation. Il y a des solutions, je pense à Booklab par exemple, qui permettent aussi d'animer des formations différentes. Et puis après, pour garder en mémoire ce qu'on a vécu pendant le temps de formation jusqu'à peut-être la prochaine. Et on va transformer un temps qui va de 3-4 jours en salle à un vrai parcours qui peut s'étaler sur plusieurs semaines, où on va alterner différentes séquences d'apprentissage à distance et un temps d'apprentissage en classe qui va être plus court. Et est-ce qu'il n'y a pas une résistance parfois collaborateurs, parce que s'immiscer dans le portable des gens, c'est un peu s'immiscer dans leur vie privée aussi. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui disent attendez, moi j'ai mon portable pro, une fois que je suis à la maison c'est fini, j'ai pas envie qu'on vienne utiliser mon téléphone pour me former. C'est des résistances que vous avez parfois? Oui, j'en ai. En fait, c'est une histoire de positionnement à l'origine. Donc c'est vrai que nos clients, que ce soit Leroy Merlin ou RATP ou Areas avec qui j'étais tout à l'heure, ils font attention à ce positionnement de dire voilà, on vous met à disposition des choses sur mobile learning, sur mobile, pardon. Déjà, vous n'êtes pas obligé de le faire sur mobile, vous avez une interface web pour le faire. Ça, c'était important pour nous de le proposer à nos clients. Il y a toujours une interface web. Pas toujours sur toutes les technos, mais nous, c'était indispensable pour nous de le faire. Et donc ça, c'est le premier argument. Et le deuxième, c'est de dire, vous n'êtes pas obligé de vous former hors temps de travail. Généralement, on règle ça dans les conditions générales d'utilisation, d'ailleurs, de l'application, et de dire, si vous formez hors temps de travail, ça peut vous être bénéfique. Par contre, si vous ne le faites pas, ça ne peut pas être retenu contre vous, entre guillemets. Et comme ça, on arrive en mixant ça avec un positionnement, c'est de l'auto-formation, c'est ouvert, c'est du maintien de connaissances, etc. On arrive à avoir un truc très, très bienveillant et qui ne fait pas trop peur. Et par le bouche à oreille, dans l'entreprise, généralement, ces freins-là du début sont assez vite levés. Mais il faut en avoir conscience, oui, c'est vrai. C'est vrai, je rejoins Julien. Il peut y avoir des réticences au départ qui se lèvent assez vite de par la modernité que ça va impulser au sein d'une stratégie de formation, et les collaborateurs le voient comme quelque chose de positif, de nouveau, et ont plutôt tendance à remercier le service formation de leur mettre dans les mains quelque chose qui change des e-learning traditionnels ou d'absence totale de formation à distance accessoirement. Et puis il y a d'autres. Il y a aussi la tendance qui est de se dire on va beaucoup plus vers responsabiliser chaque collaborateur sur sa propre formation, lui donner cette liberté. Donc ça veut dire que demain il peut le faire autant sur temps de travail que sur hors temps de travail. Moi je discutais il n'y a pas longtemps avec un directeur formation d'un grand groupe. Je ne vais pas le citer, allez, je ne cite pas, qui me disait oui, on se pose aujourd'hui beaucoup la question du mobile perso, etc. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à bosser, alors c'était un vieux de briscard de la formation, il me dit quand j'ai commencé à bosser, on se posait la question de est-ce qu'il fallait décompter le temps de trajet des collaborateurs dans leur temps de travail. Et aujourd'hui, ça paraît complètement fou. Il m'a dit dans 10 ans, mobile learning, ça sera pareil, on ne se posera pas la question. C'est sur téléphone, perso, pas perso, peu importe. Voilà. Et puis, bonne nouvelle, si le collaborateur le fait hors temps de travail, on aura davantage à prendre en faisant une capsule de formation plutôt qu'en jouant à Candy Crush. C'est mon grand combat. Je suis au niveau 2700 de Candy Crush. Le jour où j'ai réalisé ça, je me suis dit mais merde, le temps que j'ai passé à éclater ces bonbons là, j'aurais pu faire autre chose à la place, j'aurais pu me former, parce qu'en fait je ne retiens rien tout ça. Mais c'est parce qu'ils sont hyper forts alors nous on étudie beaucoup ça. Alors, sur cette logique là. Ah oui, moi j'adore. Il y a une logique très addictive. C'est hyper construit comme ça. Au bord de toutes ces boîtes, tu trouves des gars qui sont hyper forts en neurosciences et qui savent. Alors il y a eu un bouquin il y a pas longtemps qui s'appelle Hooked, dont on a beaucoup parlé, et c'est un gars qui explique comment il a mis son savoir à disposition de beaucoup de gros groupes pour rendre les gens addicts à Candy Crush, à TikTok, à Fortnite, hyper bien fait. Et quand tu regardes les principes qu'il y a derrière, en fait, tu dis pourquoi ne pas les mettre au service de la formation. Un Candy Crush, t'en parlais très bien. Alors il y a plein de choses en Candy Crush. Premièrement, ton cerveau, il est fait pour voir des objets de formes et de couleurs différentes. C'est la première chose qu'il voit pour voir les fruits dans les arbres, etc. Donc déjà, les bonbons avec des couleurs différentes, il aime bien. Deuxième chose, il a envie de remettre de l'ordre dans du chaos. Donc il a envie de remettre des choses en ordre, il a envie de le faire. Troisième point, dans Candy Crush, je ne sais pas si tu as vu au début, c'est très 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 facile.
Il suffit de remettre les trucs en ordre, on te montre même quoi faire. Ça pète de partout, ça te crée des petits effets visuels, donc ça te provoque de la dopamine. Et donc ça te flatte aussi ton ego en disant t'as réussi, c'est super, je pensais pas que tu y arriverais, etc. Il y a des messages de ce type-là, vraiment. Et à un moment, ça devient hyper dur, d'un coup. Et là, on te propose de payer quelque chose pour avancer plus vite. Et en fait, ce qu'on joue, c'est que tu as passé tellement d'heures déjà dessus à jouer et à progresser que tu pourrais t'arrêter et dire j'arrive plus, tant pis. Mais tu veux rentabiliser ce temps que tu as passé en fait. Et donc là, tu es prêt à investir. Donc moi, tout mon job, c'est de mettre ces mécanismes-là au service de l'apprentissage de demain. C'est ce qu'on fait petit à petit. Bravo. Tu as un exemple, Julien, d'éléments de Candy Crush qui auraient impacté ta roadmap ? Alors justement, tous ces... attendez, on va traduire parce que qui aurait impacté ta roadmap. Là, on a perdu pas mal de gens. En fait, qui jouent sur les choix de développement. Oui, non, j'ai compris, merci. Non, mais c'est pas pour toi, bien sûr, toi, je sais, mais c'est pour expliquer à tes multiples auditeurs. Oui, par exemple, dans l'appli, on a un petit personnage qui va évoluer. Plus on apprend, plus on gagne des points et ce personnage évolue. Donc, on en crée un spécial pour chaque boîte. Et au début, il va évoluer très vite. Et il va y avoir, comme dans Candy Crush, des petits ballons, des petits cotillons qui provoquent en fait un effet visuel positif pour la personne, et ça sera un micro-shoot de dopamine pour lui en fait. C'est faible au début, mais plus on va le faire, plus il va se dire je viens passer un bon moment sur Biddies, je viens passer un bon moment sur mon app de formation, je me détends. Et au lieu d'aller sur TikTok, qui est très bien fait sur ce sujet aussi, je vais peut-être aller un petit peu sur mon app de formation aussi. Donc ça en est un, après il y en a plein d'autres, je pourrais faire des heures dessus. Donc, on fera un podcast spécial. Non mais c'est hyper intéressant. David, vous bossez ensemble, vous vous entendez bien en fait. En vrai, on va dire la vérité. Il y a même un côté, vous irez voir leur profil sur LinkedIn à tous les deux. Moi, en face de moi, j'ai Barberousse et D'Artagnan. Voilà, il y a une pilosité particulière dans la tech qui est bien représentée aujourd'hui. Donc, Barberousse, tu bosses avec D'Artagnan. En réalité, qu'est-ce que vous faites ensemble, Skill Days et Biddies? Comment est-ce qu'on fait pour bosser ensemble? Un pour tous et tous pour un. C'est ça. Le schéma classique qu'on peut dresser, c'est le client, souvent grand compte, en effet, qui a envie de moderniser ses approches en formation, qui va faire l'achat d'une technologie mobile learning comme Biddies. Une fois qu'il a fait cet achat, donc il achète une coquille vide qui est très bien pensée, qui est très bien réfléchie, qui offre plein de possibilités. Et se pose la question ensuite de la création des contenus. Donc les outils auteurs de ces solutions sont relativement simples, en effet. Donc souvent les entreprises ont tendance à commencer à créer elles-mêmes, à tester, voir ce que ça donne. Et elles ont souvent une volonté d'accélérer, souvent une volonté de monter le niveau de qualité également des contenus. Et là, c'est là que nous intervenons en mettant de l'expertise dans l'ingénierie pédagogique digitale. C'est vraiment notre métier, c'est d'accompagner les clients dans la création des bons contenus de formation au format mobile learning. Ça, c'est important de rappeler l'ingénierie pédagogique parce que tout ça, c'est pas un enjeu technologique en réalité. Les outils sont au service d'un apprentissage et l'apprentissage, c'est de la pédagogie. Et voilà, c'est important de le dire. Parce que je vous vois tous les deux avec vos suites. Moi aussi, j'ai un suite aujourd'hui, c'est exceptionnel. On a presque le même d'ailleurs. Ouais, on a presque le même. À mon âge, c'était pas gagné que je porte un suite un jour. Mais Skill Days, Biddies, c'est des noms un peu rigolos. Il y a une consonance un peu anglo-saxonne. J'ai bien compris qu'au départ, c'est peut-être pour se donner tout de suite une ambition internationale. Ça fait pas peur parfois aux entreprises un peu traditionnelles de bosser avec une boîte qui s'appelle Biddies ou Skills Day? Il n'y a pas une réticence? Sur quel aspect, Rémi? Simplement le nom. Le nom anglo-saxon. Est-ce que Biddies, ça fait rigolo? Ça pourrait être une marque de jouets pour enfants. Ça pourrait. Skills Day, ça pourrait être une série américaine pour teenagers. En effet. Après, on est dans un domaine ou dans un secteur où pas mal de boîtes s'appellent Skills quelque chose. Oui, c'est vrai. On n'a rien inventé. Je pense à un acteur comme Skillsoft, par exemple, pour pas leur faire de pub, parce qu'on fait plutôt des choses très différentes. Mais voilà, Skills Day, le sujet des skills, c'est quand même le secteur dans lequel on est. Et Skills Day, ça veut dire plusieurs compétences en un jour maximum par rapport à ce que je racontais tout à l'heure. C'est l'idée de réduire les formats en salle en essayant d'apporter un maximum de compétences et de notions. Donc d'où la logique de Skills Day et non pas Skill Days, qui serait le contraire ultime de ce que je viens de raconter. Une compétence pour tous les jours. Il faut avoir la bonne. On est foutu, quoi. Et le choix de Biddies, ça s'est imposé tout de suite quand on réfléchit au nom de son projet, de sa boîte. On est 4.
4, qu'on va investir beaucoup de temps, d'énergie. Alors, je te donne la version officielle et puis je te donne les coulisses en même temps. Les coulisses m'intéressent. Alors, déjà, nous, on voulait un nom qui puisse s'utiliser à l'international assez vite, parce que en France, on est quand même assez fort sur la tech, et donc, du coup, on peut être utilisé assez vite dans d'autres pays. Et c'est le cas aujourd'hui. Bidis s'est déployé dans une quarantaine de pays, dans 22 langues différentes, donc c'est important que le nom puisse parler à plein de boîtes d'autres horizons. Ensuite, on tenait à quelque chose qui soit autour de l'abeille, puisque la logique, ce qu'on a derrière, c'est la logique d'essaimage du savoir qu'on aime bien, donc le côté abeille qu'on aime beaucoup. Et on s'est rendu compte en fait qu'il y a pas mal d'autres boîtes aussi dans le secteur du training qui ont bee dans leur nom, donc il y a peut-être un effet mode aussi. Et après, Bidis, c'est parce que ça restait bien, on s'en rappelait bien, ça restait bien collé au cerveau. Et au tout début, quand on monte une boîte, on n'a pas tellement d'argent. Et c'était libre en .com, alors qu'il y avait plein d'autres noms qui sont déjà réservés, des noms de domaine, et qui coûtent des milliers de dollars. Là, c'était libre. Et on s'est dit, allez, ça nous plaît, c'est libre, il y a l'abeille, c'est international. Feu, on y va. Voilà. C'est tout. Tu sais tout. Et Bidis, c'est aussi les cigarettes indiennes, là. Oui, voilà, exactement. Ça s'écrit pas de la même manière, mais ça rappelle nos jeunesses adolescentes avec les... Fumer des Bidis. Voilà, avec nos pantalons baggy et nos Bidis. Exactement. Ouais, on n'est décidément pas de la même génération, mais enfin, c'est pas grave. Je prends un coup de vieux, moi, à chaque fois dans cet écosystème, là, avec tous ces jeunes brillants. En tout cas, ces noms, pour te répondre, Rémi, ces noms ne nous desservent pas. Non, pour le coup, j'ai l'impression. Non, au contraire, ça va plutôt nous associer à des gros du marché. Ouais. Donc, je trouve ça plutôt vertueux. C'est vrai. Et 42 pays pour Bidis, c'est ça? 40 langues. 40, pardon. Skills Day, c'est pas qu'en France, j'imagine? Non, c'est pas qu'en France. On ne s'est jamais amusé à compter le nombre de pays. En réalité, quand on travaille sur un projet où on va digitaliser les contenus de formation d'un client, souvent on est amené à les traduire en 5, 10, 15 langues, mais on ne s'est jamais amusé à faire la liste de toutes les langues traduites. Mais probablement que ça doit être à peu près la même chose. Il y a des chances. Donc on peut... Non, mais ça, c'est un message intéressant, enfin important. C'est que la tech française, là je prêche un peu pour ma paroisse, l'association des entrepreneurs que je défends, s'exporte bien. Oui, tout à fait. S'exporte bien. Ça s'exporte très bien même. Ouais. Après, nos clients dans 40 pays, ça ne veut pas dire 40 clients placés dans chacun des 40 pays. Non, l'idée, c'est que c'est des grands groupes qui déploient très vite dans beaucoup de pays. Et je sais pas, je peux vous prendre l'exemple de Lacoste, par exemple, avec qui on travaille beaucoup sur les magasins qui sont en Chine. Et donc, ils forment leurs vendeurs en Chine avec notre application qui est en chinois et déployée en Chine. Donc, ça peut être via des grands groupes français, pas toujours. On travaille aussi avec des gros groupes américains, notamment. Mais l'idée, c'est que l'application puisse être déployée facilement là-bas, que ça respecte les normes d'hébergement, etc. Et puis que ce soit dans la bonne langue aussi, c'est ça qui est important. Le peer learning, je vois ça sur la brochure de Bidis. Tout à l'heure, tu as aussi évoqué d'autres aspects connexes du mobile learning. Le peer learning, donc l'apprentissage entre pairs, c'est vrai que l'outil le permet. Oui. Il y a d'autres opportunités comme ça que permet le téléphone, que ne permettrait pas l'ordinateur, par exemple? Ouais, il y a plein de choses. Je peux te laisser commencer. Il y a énormément de choses en fait. Il y a donc tout l'aspect peer-to-peer learning, bien sûr, j'apprends ensemble, je crée ma communauté. Tout l'aspect user-generated content. Donc là, c'est l'idée de se dire que l'apprenant directement avec son téléphone peut créer un contenu de formation. Ça peut être un petit film, une vidéo, une photo qui montre un geste métier, qui montre une bonne pratique. Ça évidemment, c'est compliqué de le faire avec un ordinateur. Vous prenez, nous on travaille beaucoup dans le secteur de la construction, par exemple. Vous prenez quelqu'un qui est sur un chantier, il peut facilement filmer une bonne pratique, voire une mauvaise pratique aussi, et puis en faire une petite vidéo pédagogique et l'envoyer à sa communauté. Ça, sur téléphone, on peut hyper bien le faire. Ah oui, on peut filmer un truc, partager un contenu, et puis tout le monde peut même interagir les uns avec les autres en temps réel. Exactement. On pose une question métier, comment je fais comme ça, et puis il y a quelqu'un d'autre qui va répondre en disant... comme ça, en repostant une vidéo, pourquoi pas. C'est ça l'idée. Après, il y a plein d'autres choses, genre par exemple déclencher des capsules de connaissances en scannant des codes barres ou des QR codes. Ça, dans le retail, c'est hyper utilisé chez nous. Ça, c'est pareil, je peux le faire qu'avec mon téléphone. T'en as peut-être d'autres, mais... En effet, le mobile était encore une fois l'outil du quotidien. Ça démultiplie à la fois les temps possibles d'apprentissage et puis les options de ce type. C'est vrai qu'on peut difficilement imaginer
rendre dynamique une approche sociale depuis l'outil PC de son entreprise, sachant que les collaborateurs sont de plus en plus en mobilité, sont de moins en moins derrière leur poste de travail. Donc c'est vrai que ça facilite toutes ces nouvelles fonctionnalités. Ça veut dire aussi que vous êtes un peu dépendant des constructeurs de téléphones, quoi. Ouais. Si demain, je fantasme, tout le monde se dit c'était bien les Nokia 3210, quoi. Voilà. Et jouer au serpent, ça suffisait finalement, et on revient à une espèce de low-tech où le téléphone d'un seul coup sert uniquement à téléphoner. Qu'est-ce qui devient de vos solutions? On se débrouillera. Moi, je rêverais de faire de la formation sur 3310 par SMS, peu importe. Nous, on est des commandos, on suivra la mission et on y arrivera, mais d'une autre manière. Ce qui est intéressant, c'est de se dire c'est quoi l'outil aujourd'hui qu'on a le plus dans nos poches toute la journée. On s'en sert. Je pense que David, comme moi, le côté mobile learning, je vais pas dire on s'en fout parce que c'est nos métiers, mais c'est un prétexte en fait pour donner une bonne pédagogie, une bonne formation. Si demain l'objet que tout le monde a c'est des lentilles connectées, on travaillera sur des lentilles connectées. On changera les formats pédagogiques, mais le fond restera le même. Exactement. Donc en effet. J'ai appris tellement de trucs. Moi, je sais pas s'il y a encore des choses à apprendre. Si. Il faut aller sur nos applications. Ah ouais. Alors, est-ce que on peut partager les tendances qu'on ressent, notamment sur le marché. Vas-y. Parce que le mobile learning, c'est plutôt récent. Les sociétés datent de 2015. D'autres ont été créées peu de temps avant ou d'autres peu de temps après. On voit ce marché grossir. C'est intéressant. Il y a un gros marché du digital learning qui est de plus en plus gros. On le voit sur le salon Learning Technology. Chaque année, je crois que le salon cette année a 40% d'espace en plus que l'année dernière. C'est ça. Donc ça veut dire que le marché du digital learning grossit. Dans le digital learning, on peut citer plein de modalités, le serious game, la réalité virtuelle, les MOOC, le e-learning et autres. La classe virtuelle. Et parmi ce marché du digital learning, celui du mobile learning, qui est une petite niche encore au sein du digital learning, prend une part de plus en plus importante. Et on ressent en effet, de par les croissances respectives de nos sociétés, c'est assez incroyable la réflexion qu'ont les grands groupes, petits ou moyens groupes d'ailleurs aussi, dans comment je peux utiliser cet outil pour moderniser encore une fois mes actions de formation. Donc c'est intéressant de voir comment ce marché bouge chaque jour. Nous, acteurs de service, c'est hyper intéressant de voir comment les acteurs techno font évoluer leur mécanique d'apprentissage et comment nous, on peut les exploiter du mieux possible aussi. Pardon, je suis perturbé. Je donne l'envers du décor. Il y a la concentration de David. Il y a des coupes de champagne qui arrivent. Il y a de Learn Perfect qui nous apportent des coupes de champagne. Donc c'est ça la magie de Learning Technology. Voilà, c'est un salon, on est en fin de salon, donc les gens se détendent et ils commencent à boire du champagne. Moi, c'est un conseil que je donne. Si on doit retenir une chose de tous les podcasts qu'on a fait depuis le début, c'est ce conseil. Quand vous allez à un salon, allez-y le dernier jour, en fin de journée, vous boirez du champagne. Il y a du champagne. Est-ce qu'il y en a sur vos stands à venir, du champagne? Sans doute, il faudrait voir avec... Il donne une bouteille par stand de ce dont je me rappelle. C'est vrai. J'ai aussi mieux informé, quoi. Moi, j'ai chopé des petits bonbons mobile learning de chez BD. Oui, on en a encore un peu, donc passez au stand si vous... Voilà, vous dépêchez-vous si vous écoutez le podcast. À mon avis, le salon il est fini, c'est dommage. Donc il faudra revenir l'année prochaine. Revenez, on sera là. L'an prochain. Ouais, on est là, on a repris un stand chez nos amis. C'est vraiment pour nous l'endroit où il faut être dans l'année. Donc on sera là. C'est un événement assez incontournable du learning. Donc on se doit d'y être de par les clients qui viennent nous voir et qui sont contents de nous voir et découvrir nos nouveautés. Et puis de par les prospects aussi qui se renseignent et qui veulent savoir... On pourra peut-être les renvoyer vers ce podcast la prochaine fois. Alors ce podcast, vous allez l'écouter, si vous êtes dedans, vous n'avez pas le choix, mais vos amis vont l'écouter, vos proches vont l'écouter, vous allez voir vos mères vont l'écouter, vont être hyper fiers. Et si vous l'écoutez, et je m'adresse à tous ceux qui l'écoutent en ce moment, vous mettez des bonnes notes, des étoiles. Là, Maxime Maton à côté me fait un 5 de la main, 5 étoiles, 5 stars podcast. This is the only one 5 star podcast in EdTech. Non, blague à part, c'est le seul podcast EdTech francophone. Et le premier. Voilà, et vous êtes dedans.
Et Dieu sait qu'on est des gros consommateurs de podcasts. En étant entrepreneur, je pense que David dirait la même chose. On en écoute beaucoup et on est très content d'avoir un arrivé sur notre thématique. Alors tiens, quand est-ce que vous écoutez les podcasts? À quel moment de la journée? Vous faites quoi? En courant. Ouais, en courant pas mal et en rentrant du boulot le soir. En marchant. Il suffit de rentrer en marchant. Oui, j'ai la chance d'habiter pas très loin de mon bureau et donc je rentre à pied. Et David, tu les écoutes quand, les podcasts? J'en écoute moins depuis que je vis à 5 minutes à pied de mon boulot. J'avais pour habitude de le faire dans les transports, en effet. Et du coup, je prends moins le temps de le faire. Je le fais en fin de journée, j'essaie de le faire. J'avais d'ailleurs découvert la série EdTech qui est assez passionnante. Oui, merci. Assis sur mon canapé avec mon téléphone à côté. C'est du mobile learning, voilà, c'est un peu ça. Et moi, j'en profite pour remercier tous ceux qui ont fait grève au mois de décembre parce que ça a boosté complètement les chiffres de ce podcast EdTech France. Bon, blague à part, merci beaucoup à tous. Merci à toi. On se termine dans le champagne. C'était vraiment très chouette ce moment qu'on a partagé ensemble. David, Julien, je vous donne rendez-vous à bientôt. Après-demain, dans les réunions EdTech France, dans les apéros qu'on organise. Avec plaisir. Maxime, il est là, il est ça toujours là. Maxime Merci Maxime. Tiens, Maxime, les gens, dis-nous ce que t'en as pensé. Voilà, on va entendre la voix de Maxime Maton. Oui, bonjour. Je parle. Je ne fais pas que produire, je parle aussi. Voilà, il a une voix. Non, c'était très bien. Bravo, messieurs. On a appris plein de choses. Le sujet est passionnant et je pense qu'on en est qu'au début du mobile learning. Voilà. Donc, vous reviendrez bientôt. L'année prochaine ou avant. Bon, en tout cas, merci pour votre visite. Merci à toi. Il a une voix, c'est 36-15 Maton, quoi. Là, on est à c'est très radiophonique. Merci encore à tous. Merci. On se quitte, on va faire la clôture du salon Learning Technology 2020. Merci à Vianney et Thomas de nous avoir donné cette opportunité de nous exprimer ici en direct de ce salon, qui est le salon de référence du digital learning. Ça a été un grand plaisir pour moi. J'aime bien ces exercices en plus en live comme ça, c'est sympa, c'est sans filet. Et on se retrouvera bientôt pour d'autres podcasts, notamment en direct également du salon Startup for Kids. Voilà, avec toute une série de podcasts dédiés au thème de l'empowerment des filles, femmes et numérique, comment amener les filles vers le numérique. À très bientôt. Ciao. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. Merci à Maxime Maton de l'agence Matoons pour la production de ce podcast et à notre journaliste Eva Mignot pour la préparation des interviews.